Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tout le dimanche, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, de cette semaine folle que nous avons vécue, boursièrement parlant en tout cas. On est en pleine vacances d'été, mais par contre les bourses ne nous laissent pas une seconde tranquille. C'était vraiment une semaine très chargée en événements macroéconomiques, en publication des résultats trimestriels. Nous allons se concentrer sur le plus important, sur ce que affectent le plus les tendances des marchés. Donc nous allons parler de la réunion de la Réserve fédérale américaine, de la BCE, parce que les deux banques centrales ont parlé cette semaine. Et puis nous allons regarder les publications des GAFAM, donc les grandes sociétés technologiques américaines qui affectent le plus les tendances boursières américaines et les tendances boursières mondiales parce que ce sont des plus grosses capitalisations qui ont le plus de poids dans les indices et c'est les indices évidemment qui déterminent le trend global des marchés financiers. Pour ceux qui font partie de mon club Miner Cash Patrimoine, il y aura une deuxième vidéo tout à l'heure, comme tous les dimanches. Maintenant, je publie deux vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler concrètement de mes trades que j'ai passés cette semaine et des trades que je vais passer la semaine prochaine. Nous allons parler également du secteur de télécom. C'est un secteur actuellement massacré. Je fais une petite étude la semaine dernière. Je vais vous présenter les résultats et mes conclusions. Et également, je vais parler d'une action qui me paraît parfaite, vraiment. C'est rare que je trouve vraiment une action qui est quasi idéale de point de vue bilan, de point de vue valorisation, de point de vue perspective, quasiment tout parfait. Et en plus, cette action est éligible au PEA. Voilà mes amis, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous à la chaîne Miner Cash, rejoignez Miner Cash Premium et le club patrimoine, ceux qui sont intéressés. Et je vous rappelle que je suis présent sur Telegram toute la semaine où je publie beaucoup plus d'informations. Donc, j'ai publié particulièrement beaucoup d'informations cette semaine parce qu'elle était extrêmement importante. Et je voulais que vous soyez informés en temps et à l'heure par rapport à ce qui se passe dans ce monde économique. Donc, je vais me permettre de regarder un petit peu mes notes que j'ai prises sur téléphone parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il faut rester synthétique. Et donc, nous allons commencer par les banques centrales. Donc, deux banques centrales, comme je viens de vous dire, on parlait cette semaine, c'est la Fed et la BCE. Mais pour une fois, on va peut-être parler un petit peu plus de la BCE que de la Fed parce que Jérôme Powell a délivré le message qui était largement attendu. 25 points de base de hausse, soit 0,25% pour le taux directeur. Il a déjà plus ou moins promis encore de hausse en 2023, donc ça c'est la première. Il reste encore une. Il a dit qu'il aura une hausse jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est parfaitement en ligne avec le consensus, donc pas de surprise, pas de déception. Quand il n'y a pas de déception, généralement quand les marchés sont bullish, ils interprètent positivement. Bon, on peut aussi avoir une lecture suivante que par exemple, il n'a pas annoncé encore plus de hausse. Par contre, je vous rappelle encore une fois, ces événements-là, je les ai anticipés depuis le début de l'année. Quand tout le monde parlait du pivot, que la Fed va baisser les taux, je disais que non, mes amis, je ne pense pas que ça va arriver. Je disais toujours que l'inflation, elle sera assez difficile à combattre et c'est le cas. Pour l'instant, la victoire n'est pas encore annoncée par Jérôme Powell. L'économie américaine tourne en plein régime contrairement à l'économie européenne. Là, ça sera un des principaux sujets de cette vidéo. Et pourtant, la politique de la Réserve fédérale, elle était axée sur justement création de cette récession artificielle afin de contrer l'inflation qui accompagne l'activité économique qu'on peut estimer comme une surchauffe. Voilà, donc c'est ça la situation. Donc la Fed, elle voulait créer une récession contrôlée, récession administrée, justement pour arrêter cette inflation et quelque part prendre le contrôle sur les prix. Mais l'économie américaine, elle avait tellement de potentiel qu'elle continue même avec les taux importants, même l'immobilier, encore ça marche, même dans l'immobilier, il y a quand même un grand calme. Pourtant, dans tous les autres secteurs économiques, nous ne voyons pas de ralentissement. Donc, ça veut dire que la Réserve fédérale n'a pas atteint son objectif. Pourtant, l'objectif est toujours là. Pourtant, il faudra faire encore des étapes suivantes pour arriver à son objectif de l'inflation à 2%. Donc, pour l'instant, l'inflation aux États-Unis est encore très loin de son objectif. Cela veut dire qu'il y aura quelque chose. Certes, déjà, c'était une mauvaise nouvelle d'il y a 15 jours que Jérôme Powell a quasiment certifié qu'il y aura 2 hausses de taux, tandis que le marché rêvait d'avoir des baisses des taux déjà. Donc ça n'était pas confirmé. Et maintenant, le marché s'attend, c'est quoi la suite? Donc après ces 2 hausses de taux, est-ce que c'est la fin? Aujourd'hui, c'est largement en consensus dominant qu'il n'y aura plus de hausse au-delà de ce qu'il a promis déjà.
D'ailleurs, pour une fois, la première fois depuis cette année, je partage justement le consensus. Je pense effectivement qu'il n'y aura plus de hausse de taux à part ces deux hausses qui restent. Par contre, ce n'est pas pour les mêmes raisons que je pense ainsi. Ce n'est pas parce qu'ils vont réussir à combattre l'inflation, probablement, mais je pense que surtout, techniquement, ça commence à être vraiment difficile. Nous avons déjà vu la réaction des petites banques qui ont fait faillite. Cette petite crise que nous avons vécue en mars dernier, c'était directement lié à la politique des taux. Dans ce contexte, il me paraît vraiment très peu probable que la Réserve fédérale prendra à nouveau le risque de monter les taux encore plus haut afin de créer peut-être des imprévus encore plus importants. Pour l'instant, ils ont suggéré l'histoire des petites banques américaines. Est-ce que la prochaine histoire sera plus grave ou pas? Ça, on n'en sait rien du tout, parce que je me souviens très bien ce que pendant cette petite crise en mars dernier, certains représentants de la Fed et aussi de le Trésor public américain, ils étaient vraiment un peu paniqués parce qu'ils ne savaient vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce n'était pas du tout prévu. En fait, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une récession, il y ait un ralentissement économique, ce qui n'était pas prévu de mettre à plat les systèmes des community banks aux États-Unis. Voilà, grosso modo, c'est ça la situation. Donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint, l'économie tourne en plein régime. Par contre, ce qui m'a étonné, que dans le discours de Jerome Powell, il se réjouissait presque de cette situation économique. Pourtant, ce n'était pas le sentiment que j'ai eu pendant ces discours précédents. En revanche, le discours de Christine Lagarde, il était bien plus pessimiste. Elle a reconnu les problèmes économiques en Europe. Donc, je vous rappelle que l'Europe, elle est en récession depuis un mois et demi à peu près. Ça a été officiellement annoncé en début de juin 2023, où nous sommes toujours en récession. Et dans ce contexte, Christine Lagarde continue à monter les taux. Donc vous voyez, si vous avez fait l'économie de la macro, ou bien si vous vous êtes formé vous-même, vous savez parfaitement que normalement on devrait faire l'inverse. Quand l'économie va mal, et l'économie va officiellement mal en Europe, au contraire, il faut, on va dire, créer de liquidité, simplifier les conditions de financement. Nous faisons tout l'inverse. Donc ça veut dire qu'on va clairement dans la mauvaise direction en Europe. Et j'ai l'impression que l'Europe, elle s'est fait un petit peu avoir par rapport aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont monté les taux aussi, mais par contre, il n'y a pas eu de récession. Au contraire, l'économie, elle est très dynamique. En revanche, en Europe, on a encaissé tous les inconvénients de ce cycle de hausse des taux. Maintenant, on ne peut pas arrêter non plus de la hausse des taux parce que l'inflation, elle est toujours là. Par contre, la croissance économique n'est pas là. Donc, nous sommes très proches en Europe à la situation qui s'appelle la stagflation. Et bon, encore une fois, pour ceux qui sont des amateurs de la théorie économique, la stagflation, c'est un des phénomènes les plus dangereux que nous pouvons vivre en Europe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un énorme décalage qu'aujourd'hui j'observe dans les situations économiques dans ces deux zones mondiales qui représentent évidemment les économies développées. En quoi ça peut se transformer? Forcément, les cours de change entre l'euro et le dollar, nous voyons déjà les répercussions. Après, quelles seront les conséquences cachées? C'est très difficile à dire, je ne suis pas un macroéconomiste, j'en prétends pas. J'interviens uniquement sur les marchés boursiers. Pour l'instant, nous voyons la hausse à la fois sur les marchés américains et sur les marchés européens. Ce qui est quand même un paradoxe, je trouve. Mais si aux États-Unis, ça peut être encore expliqué par les mouvements haussiers des GAFAM, on va encore parler pas mal dans cette vidéo. Autant en Europe, je ne vois pas forcément des raisons pourquoi nous observons quand même une impressionnante résilience des marchés financiers. Voilà, c'est toujours très important à comprendre le contexte macroéconomique. Je vous rappelle qu'il y a toujours trois piliers, en tout cas dans mon approche, c'est l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale des entreprises et l'analyse technique. Nous avons fait le constat sur la situation macro, les conclusions je vous laisse faire, et aussi dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, s'il vous plaît mes amis, n'oubliez pas de mettre un like, c'est très très important pour soutenir moi dans mes efforts de faire ces vidéos. Ça vous coûte rien, c'est juste un clic. Pour moi, c'est une véritable aide. Maintenant, nous passons au deuxième sujet. Après avoir compris, après avoir fait le constat que nous sommes un peu sur les deux planètes différentes entre les États-Unis et l'Europe, nous allons commencer à regarder les publications les plus importantes. Et il y en a eu beaucoup de publications très très importantes cette semaine. On va commencer évidemment par les GAFAM. Les GAFAM, c'est important pour nous tous, même si vous avez que le PEA ou si bien vous avez que des actions, vous n'avez pas accès en fait à ces actions
actions en direct, vous êtes directement ou indirectement concerné par ces mammouths, ces éléphants de la côte américaine, parce qu'elles dominent les indices américains. Les indices américains ont beaucoup d'influence sur tous les indices du monde occidental. Donc, ce qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'était Microsoft et Google. Pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que les deux actions m'intéressent beaucoup, notamment Microsoft, et nous allons décortiquer ces deux publications. Donc, la direction de ces actions, après les publications, elle était très opposée. Microsoft, elle a baissé, bon, il n'a pas chuté non plus, mais Google, il a monté. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi, pourtant, les deux entreprises ont publié des excellents résultats. Les deux ont dépassé les attentes des analystes. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, Microsoft, évidemment, c'est en épicentre de la bulle AI, parce que Microsoft, il participe capitalistiquement dans un projet OpenAI, dont le créateur de ChatGPT. Ils étaient premiers à annoncer qu'ils vont intégrer l'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche Bing. Et actuellement, ils travaillent sur la création d'une intelligence artificielle qui sera intégrée dans le produit Microsoft Office qui s'appelle Copilot. Et juste pour vous donner un petit peu une indication sur le prix et sur le potentiel de chiffre d'affaires pour Microsoft, qu'il va être facturé $30 par mois. C'est énorme, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que c'est énorme. Prendre un abonnement juste pour un helper de l'intelligence artificielle pour $30 par mois, il faut qu'il y ait une véritable valeur ajoutée. Eh bien, visiblement, sur cette valeur ajoutée, Microsoft est en train de travailler à fond parce qu'ils ont annoncé un gros programme d'investissement dans l'intelligence artificielle qui va durer tout au long de l'année 2024. Donc, jusqu'à l'année 2024, il y a une grosse partie du cash abondant sur les comptes de Microsoft va aller dans leur recherche et développement pour justement la création et le développement de ce système AI qui va être embarqué sur Microsoft Office. Donc, visiblement, vous allez pouvoir acheter Microsoft Office comme vous l'achetez aujourd'hui, les abonnements. Moi, par exemple, j'ai un abonnement. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre cette helper de intelligence artificielle qui va d'ailleurs vous faire tout un tas de choses, notamment lire vos mails, après les consolider, vous faire des rapports synthétiques par rapport les informations qui est susceptible de vous intéresser. Donc en gros, je ne sais pas, je ne participe pas dans le projet, mais c'est des choses que j'ai pu lire dans les différents médias par rapport à ce produit. Mais dans tous les cas, imaginez une seconde que si jamais au moins 10-15% des nombreux clients de Microsoft vont souscrire à cette offre, quel potentiel de chiffre d'affaires ça peut faire? Certains me disent que, et c'est juste, que si nous regardons aujourd'hui sur un multiple de Microsoft, ça peut paraître un peu cher. C'est pas aussi cher qu'une Nvidia qui affiche des multiples juste stratosphériques, on ne peut même pas en parler sérieusement. Microsoft aujourd'hui, avec le forward PE, elle est autour de 30-32. C'est cher, mais c'est pas excessivement cher. Donc sur Price to Sales, elle est particulièrement chère, Microsoft. Mais si vous commencez à y intégrer le potentiel de croissance, le nouveau chiffre d'affaires qui va rentrer avec ce produit, tous ces multiples, tous ces ratios vont devenir bon marché. Donc le price to sales, elle va chuter, donc forward PE va chuter également et la rentabilité va augmenter. Parce qu'évidemment, ça, c'est une source de profit inépuisable. Mais pourquoi les actions ont baissé? Bel et bien parce que les bourses, elles aiment du court terme. Par exemple, Nvidia, elle a dit que voilà, le prochain trimestre, nous allons faire 11 milliards. Donc là, tout le monde a acheté, l'action a explosé, etc. Bon, ici, ils disent que pendant 1 an et demi, nous allons investir pour après augmenter significativement notre chiffre d'affaires. Par contre, l'augmentation de chiffre d'affaires Microsoft, pour moi en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, sera bien plus durable que celle de Nvidia qui va juste profiter d'un boom d'OpenAI, de l'intelligence artificielle, comme elle a profité de boom des cryptos. C'est important aussi. Je ne dis pas qu'il faut absolument ignorer et dire qu'NVIDIA, c'est pas bien. Au contraire, donc elle délivre des résultats très rapidement, mais est-ce que dans la durée, ça sera toujours aussi performant, ses revenus seront aussi stables? Je ne pense pas. Peut-être je me trompe, peut-être que vous avez un autre axe d'analyse, et n'hésitez pas de le partager dans les commentaires à cette vidéo. Voilà. Donc Microsoft, ça veut dire qu'il s'engage dans le travail très centré sur intelligence artificielle et elle est prête de mettre un chèque sur la table et les investisseurs n'ont pas aimé et l'action a chuté de 6% après la publication, ce qui était quand même assez important.
même si ça aurait pu être beaucoup plus, honnêtement, parce que si on considère que les ratios sont chers, s'il y a entre guillemets une déception, même s'il n'y a pas eu une déception sur les chiffres effectivement publiés, on peut considérer une déception que peut-être il y aura un peu moins de buyback, peut-être il y aura moins de dividendes, etc., etc., tout ce qui accompagne les dépenses supplémentaires. C'est un petit peu le même phénomène que nous avons observé sur Meta quand ils ont annoncé des investissements massifs dans le Metaverse. Sachez que Metaverse, bien sûr, ça n'a rien à voir parce que Metaverse, les résultats ne sont pas du tout garantis, tandis que pour OpenAI, je ne sais pas pourquoi je dis OpenAI, intelligence artificielle, j'espère que vous comprenez de quoi je parle, les résultats sont quasiment assurés. Je ne pense pas me tromper sur ces pronostics parce que déjà, et vous et moi, j'imagine, moi c'est sûr, vous j'imagine, vous utilisez peut-être déjà ChatGPT dans votre travail quotidien, moi je l'utilise, je trouve ça vachement pratique. Pour l'instant, je ne paye rien, mais si il aura une véritable valeur ajoutée, par exemple pour faire, typiquement quand je prépare les vidéos pour vous, pour faire tout ce qui est les images, les vidéos d'intro, je serai prêt de payer quelque chose pour les services d'intelligence artificielle sans aucun problème. Donc pour moi, les perspectives de ces services sont quasi certaines, tandis que pour Metaverse, c'est encore dans un concept, si vous voulez. Donc ça gagne de l'argent, mais ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Voilà, maintenant nous passons sur Google. Google, c'est aussi un spécialiste d'intelligence artificielle. Ils ont aussi leur système Bard, qui était une déception pendant la première présentation. Mais il ne faut pas évidemment oublier que c'est une société avec des énormes ressources informatiques, avec des énormes ressources intellectuelles surtout, et des énormes comptes blindés du cash. Ils peuvent également investir. Par contre, Google n'a pas fait la même annonce. Elle n'a pas dit qu'on va investir comme des fous dans l'intelligence artificielle. En revanche, ils ont publié les résultats qui étaient plus solides que prévu et qui ont prouvé que Google, pour le moment en tout cas, ne perd pas les parts du marché dans les moteurs de recherche et de publicité en ligne. C'est ça la crainte des investisseurs, c'est que Google aujourd'hui, il occupe largement la grosse partie du marché de la publicité en ligne. Et est-ce que c'est durable? C'est ça la question que les investisseurs dans Google se posent. C'est pour ça que d'ailleurs Google est valorisé moins cher que Microsoft, parce que il y a de plus en plus de concurrents, même si c'est très difficile de rentrer dans ce marché oligopolistique, même si Microsoft n'arrivait pas à y rentrer. Avant cette mise en place de système d'intelligence artificielle, les parts de marché de Bing représentaient moins de 10%, je crois que même pas mal moins. Et Google, elle occupait quasiment 90% de ce marché, donc largement dominant. Et donc pour l'instant, ce rapport de force ne change pas, mais vous devez bien comprendre que la lecture des résultats entre ces deux entreprises qui sont très comparables, pourtant, elle est très différente parce que Microsoft, ses perspectives sont quasi assurées. Donc quand je dis ça, évidemment, je prends un certain risque, si vous me permettez. Rien n'est assuré dans ce monde, mais le marché le voit comme très clair. Et moi aussi, je partage cet avis, que moi je trouve que c'est une des rares entreprises qui offre une telle visibilité. C'est pour ça que je trouve que c'est une entreprise probablement meilleure au monde aujourd'hui, en 2023, pour y investir, même si elle peut paraître un petit peu chère. Autant Google, lecture, elle est complètement différente parce que ses perspectives ne sont pas du tout assurées. Si demain Microsoft sort sur le marché de la publicité en ligne avec des intelligences artificielles qui peuvent concurrencer justement la qualité de targeting des clients avec ces publicités, je pense que la concurrence sera rude. En fait, le problème de Google, c'est qu'ils peuvent que perdre les parts du marché. Ils n'ont pas beaucoup de terrain sur lequel ils peuvent gagner de nouvelles parts du marché. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous partagez avec moi cette vision des choses. Donc Google, malheureusement, il devient un peu en poids lourd, qui ne propose pas énormément de leviers de croissance. Je trouve que Apple, ça fait un moment qu'il se trouve dans cette situation, pourtant le cours de bourse, on voit exploser tout le temps. Donc il faut prendre aussi un petit peu avec des pincettes ce raisonnement, c'est que si l'entreprise devient stable, il n'affiche plus de croissance, il ne montre plus de produits super technologiques tous les trimestres, ce n'est pas pour autant que le cours boursier devrait se dégringoler. Donc voilà, donc ça, c'est chacun voit son intérêt dans l'investissement dans une telle ou telle valeur. Moi, personnellement, pour la croissance, je préfère largement Microsoft, mais par contre, Google, s'il y a une moindre opportunité de racheter sur un creux boursier, je ne veux pas hésiter parce que, évidemment, cette entreprise va avoir sa place sur le marché d'intelligence artificielle, sur le marché de la publicité, et encore rien n'est gagné pour Microsoft. Donc les deux se valent. Je répète toujours ma position par rapport aux GAFAM. Je trouve que les GAFAM, ce sont des excellentes entreprises, ce sont des véritables machines à cash.
Et donc, il faut être présent sur ce type d'investissement. Donc, j'ai jamais été contre l'investissement dans les GAFAM, sauf Nvidia, qui est une excellente entreprise, mais par contre, il était valorisé, selon moi, largement trop cher. Pour l'instant, le marché ne me donne pas raison, mais ce qui me donne, entre guillemets, indirectement raison, que Nvidia, c'est probablement l'action la plus volatile de ce groupe prisé des méga caps américains. Maintenant, on va parler aussi rapidement de Meta. Meta, elle a publié aussi très bien, donc supérieur aux attentes. C'est un peu la même lecture comme pour Google, sauf que maintenant, on regarde sa concurrence par rapport au TikTok, par rapport aux autres réseaux sociaux, parce que du coup, ce phénomène dont je viens de vous parler, qui pourrait se produire sur les publicités en ligne, il s'est déjà produit sur les réseaux sociaux. Avant, Facebook, il occupait largement la place dominante sur ce marché. Maintenant, nous voyons de nouveaux intervenants qui sont très puissants, typiquement TikTok, évidemment, et Facebook, Meta, ils doivent faire face à ces nouveaux concurrents et ils sont en train de perdre les parts du marché. Donc ça, c'est déjà le cas et j'ai peur que ça peut se produire pareil avec Google. On peut aussi voir en downside comme l'action Meta a vécu encore il n'y a pas très longtemps, qu'il a ramené vers des valorisations absolument stratosphériques. J'en ai parlé très ouvertement sur ma chaîne, je disais qu'il fallait acheter Meta à 100 $. J'étais pas du tout d'accord avec des personnes qui s'attendaient à avoir à 50 $, donc ça ne faisait aucun sens, parce que cette valeur qui continuait de gagner énormément du cash, même s'il y a effectivement ce problème de perte de part du marché, ce n'est pas pour autant que le cash ne sera plus là. Voilà, donc je pense que cette situation peut se produire également pour Google à un moment donné quand Microsoft ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas, devrait rentrer sur le marché qui va devenir de plus en plus compétitif de la publicité en ligne. Et il y a un autre point aussi qui regroupe quelque part ces trois valeurs, c'est publicité en ligne, parce qu'évidemment Facebook c'est également le géant de la publicité en ligne, c'est la qualité du targeting après les règles du privacy, donc tous ces paramètres-là, il faudra prendre en compte. On voit qu'il y a quand même des tensions sur ce marché et ce marché, inévitablement, avec le temps, il devra devenir de plus en plus compétitif et Google, il devra chercher encore des nouveaux leviers de croissance pour son excellent business model. Voilà, évidemment, avec des grosses publications comme Meta, Microsoft, Google, toutes les publications ont été globalement positives. Microsoft, il a baissé, mais ce n'était pas beaucoup. Évidemment, les marchés ont rebondi cette semaine, donc là on est toujours au plus haut récent, proche des plus hauts récents, mais par contre je pense que les prochaines publications, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les entreprises de l'économie réelle vont commencer à publier et c'est là où on verra comment ça se passe réellement dans les autres secteurs parce que on sait, encore une fois, je vais répéter, parce que c'est très important à comprendre, que les indices, quand vous regardez S&P 500, surtout Nasdaq, c'est principalement ces 5-7 valeurs qui pèsent sur ces indices. Ces valeurs montent, tous les indices vont monter. Ça ne va pas dire que il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de crise dans les autres secteurs. Vous savez que j'ai remarqué cette semaine, c'était assez impressionnant, c'est que les marchés sont au plus haut, mais pourtant je trouve énormément d'opportunités. C'est ça que je publie actuellement dans mon club patrimoine et aussi dans mes différentes publications, les screeners je fournis dans le cadre d'abonnement au Miner Cash Premium. C'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont intéressantes, qui ne sont pas chères, qui sont performantes, il y a de levier de croissance. Elles ne font pas partie de ce groupe privilégié et on ne voit pas les baisses en fait. On ne voit pas les baisses dans les autres secteurs. On ne voit pas par exemple que le secteur de oil and gas, donc le pétrole et le gaz qui a pas mal corrigé, donc il commence à offrir des dividendes super intéressants. Mais tout cela, on ne voit pas quand on regarde les indices parce que les indices, c'est principalement les GAFA. Voilà, maintenant nous allons passer côté français. Donc, quelles sont les publications importantes en France? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ont des PEA et vous n'avez pas forcément l'accès à toutes les valeurs américaines. Donc, ce que je note, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les sociétés de services informatiques ont chuté, ça c'est une surprise. La publication de Capgemini, donc ça c'est le leader, je pense que mondial, quoi, si je me trompe. Il y a aussi Accenture, mais bon, Accenture c'est un peu différent quand même en termes d'activité. Ils ont publié encore une fois des très bons résultats. Ils ont annoncer le plan d'investissement dans l'intelligence artificielle, tout comme Microsoft, c'était que du copier-coller presque la communication, et le marché n'a pas aimé. Donc après, j'ai pas trop compris dans les analyses des différentes ressources que j'ai tendance de lire que c'était lié cette fois à ça, mais en tout cas, c'était très mal interprété ces résultats. L'action a chuté de genre de 6%, et les autres valeurs ont chuté énormément, notamment Atos par exemple, et pas que. Donc pratiquement toutes les sociétés de services informatiques
françaises ont chuté cette semaine. Vous savez, parce que moi j'ai commencé ma carrière dans les sociétés de services informatiques, j'en travaillais beaucoup en tant qu'informaticien pour les banques, pour les sociétés de trading, et je passais souvent par les SS2I pour trouver mes clients, et je connais super bien ce secteur. Je trouve qu'en France, dans ce secteur, il y a quand même un véritable problème, c'est la forte dépendance des lois par rapport au code du travail. Par exemple, pourquoi les entreprises, les sociétés de services informatiques en France, elles fleurissent, elles sont tellement populaires? Tout simplement parce que le code de travail est extrêmement restrictif. Par exemple, imaginez le client, disons la BNP Paribas, ils veulent prendre une compétence. Ils ont besoin d'une compétence pour un projet donné. Donc ils ne savent pas nécessairement si la compétence sera nécessaire pour 10 ans à venir. Ils savent qu'il y a un projet, voilà, et là j'ai besoin d'un informaticien, par exemple, qui a un tel cahier de charge de compétences. Ils font appel aux sociétés de services, ce qu'on appelle le référencement, donc il y en a souvent Capgemini dedans, et donc ces sociétés de services commencent à envoyer les CV des gars, en fait, qui deviennent des candidats pour devenir les prestataires chez leurs clients. Donc quand on travaille pour Capgemini, c'est très rare qu'on travaille en interne, on travaille principalement chez les clients de Capgemini ou bien des sociétés de services qui fonctionnent sur ce type de business model. Où est le bémol? Le bémol est que les banques françaises ou les clients français, parce que c'est souvent les banques qui sont des consommateurs de services informatiques, leur problème c'est qu'ils ne peuvent pas embaucher, parce que s'ils embauchent un informaticien, ici il s'avère qu'ils n'ont plus besoin de cette compétence ou bien ils ne sont pas contents de ce profil, ils ne peuvent pas facilement les licencier, donc il faudra les renvoyer vers un autre service, les muter, donc trouver une autre occupation pour cette personne. Vous savez très bien que dès qu'on a un CDI, on est protégé, on est très protégé, peut-être même surprotégé en France, donc il est quasiment impossible de licencier une personne. Il faut faire un licenciement économique qui a des conséquences quand même assez importantes pour une entreprise, pour les embauches futures. Et donc, en se basant sur cette base législative, en fait, tout ce business model des sociétés de services informatiques a été construite. Et finalement, je trouve que c'est un petit peu fragile parce que si on peut s'imaginer, si on est lourdement investi dans ces valeurs, qui sont souvent des valeurs de CAC, comme Capgemini, on peut effectivement être confronté à un risque très important si, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans le trend politique, mais si par exemple les libéraux, ou pas ultra-libéraux en France, j'ai du mal à imaginer, mais si quelqu'un avec un programme très capitalistique qui arrive au pouvoir, ça peut casser effectivement ce système et les sociétés de services ne vont pas pouvoir bénéficier autant de ces, on va dire, les lois trop restrictives en France. Donc en fait, quelque part, ils profitent de codes de travail très restrictifs en France pour justement faire tourner ce business model où en gros ils font juste acheter et revendre les compétences, quoi. Donc finalement la valeur ajoutée de la société de service elle est très faible. Donc en fait elle prend juste un gars, parfois il suit une petite formation, il l'envoie vers le client, il facture super cher le client, il paye très peu le gars. Voilà, en gros je simplifie un petit peu mais c'est pas tant que ça d'ailleurs, mais en gros c'est ça le business model. Et ce business model se base largement sur le fait que le client n'embauche pas ce gars, tout simplement parce qu'il ne saura plus le licencier si jamais il y a un bémol ou si jamais ils n'ont plus besoin de cette compétence. Voilà, c'est ça, juste un petit détour sur les sociétés de services. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je ne vois pas des libéraux dans l'Élysée et je ne vois pas de changement de cours politique, plutôt l'inverse, plutôt vers la gauche. Donc du coup, je pense qu'on peut être relativement tranquille avec les sociétés de services. Dans tous les cas, il y a toujours des risques. On investit, il y a toujours des risques. Donc on ne peut pas trouver une société qui n'a aucun risque. Peut-être Microsoft. Allez, c'est une blague, c'est une blague. D'ailleurs, je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Tout ce que je dis, ce n'est que mon avis et je n'ai pas la casquette d'un conseiller en investissement, blablabla. Bon, tout ce disclaimer, c'est très important de le comprendre, que c'est vous qui décidez dans quoi il faut investir. Et moi, je ne prends aucune responsabilité de votre décision. Voilà, maintenant, on a fait le tour des sociétés de services. Je vais en parler d'ailleurs aussi dans ma vidéo de patrimoine tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la chute de Téléperformance. Téléperformance, je me suis un petit peu renseigné sur ce que c'est en fait, parce que c'est une entreprise qui évidemment je le connais super bien. Elle est dans le CAC 40, oui, si je ne me trompe pas, elle est dans le CAC 40, mais j'ai jamais vraiment compris quelle était son activité. En fait, finalement, Cogé, moi si je me trompe, parce que je ne sais pas pourquoi cette société ne m'a jamais intéressé, il était toujours dans la liste des sociétés de croissance françaises, mais chaque fois quand je regardais ce qu'il fait, ça me paraissait vraiment un truc super vieillot. Et après avoir étudié un tout petit peu plus en détail, je trouve toujours ça vieillot, je trouve pas ça une société de croissance. En fait, en gros, ce sont les centres d'appel. C'est tout ce que je déteste en fait finalement. C'est quand on vous appelle, quand il y a des programmes marketing soit en ligne, soit par téléphone. Ils sont leaders mondiaux dans ce créneau, mais ce créneau, pour moi, il n'y a vraiment pas énormément de perspectives. Même en étant en leader mondial, je ne vois pas quel avantage concurrentiel cette entreprise puisse avoir. Après, il était pas mal positionné sur le Metaverse. Quand j'étudiais le sujet de Metaverse, chaque fois Téléperformance ressortait dans les screeners comme une société qui peut être une meilleure idée pour s'exposer sur le Metaverse si on a l'accès qu'aux valeurs françaises. Pour le moment, je ne suis pas du tout convaincu. Elle affiche aujourd'hui les ratios très intéressants en termes de rentabilité, en termes de valorisation. Maintenant, après la chute de, je ne sais plus combien, elle a chuté de plus de 20%, je crois, cette semaine. Ce n'est pas la première chute, elle a chuté déjà plusieurs fois après les résultats. Donc, cela veut dire que cette entreprise, elle émet les profit warnings. Cette entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas en situation de pouvoir imposer ses prix, j'imagine. Donc, cette entreprise qui est en perte de vitesse. Donc, ce n'est pas une société de croissance. En tout cas, pour moi, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. C'est vrai qu'à partir d'un niveau actuel, après cette deuxième vague de chute, elle arrive à des niveaux qu'on a vus la dernière fois, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans 2018, donc c'était il y a un petit moment déjà. Et cette valeur peut paraître vraiment bon marché. En plus, dans nos têtes, je ne sais pas si c'est juste de la psychologie ou c'est... Moi, je ne vois pas vraiment ça comme société de croissance. Mais si on la considère ainsi, ça peut être une opportunité. Donc, je vous laisse juger sur cette valeur. Moi, je ne pense pas que je vais franchir le pas, en tout cas à ce cours-là. Jusqu'au moment que je vois un véritable projet de transformation dans une véritable valeur de croissance positionnée sur des thématiques que moi je trouve intéressantes l'année 2023. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. J'ai essayé de faire une vidéo très synthétique, très rapide pour vous donner le maximum d'informations importantes qui a eu lieu cette semaine. S'il vous plaît, n'oubliez pas un like, c'est très important pour me soutenir dans mes efforts pour produire ces vidéos. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous apporte de la valeur. Et pour ceux qui font partie du club Minder Cash Patrimoine, je vous rappelle que tout à l'heure, il y aura une deuxième vidéo. Nous allons parler de mes positions que j'ai prises, de notre portefeuille, de notre patrimoine en général. Et je vais partager avec vous mes idées d'investissement pour la semaine à venir et pour les semaines à venir. Allez, Minder Cash, passez un bon week-end. Bye bye.